صحتكم à tout le monde. Donc là, on va entamer notre révision pour l'examen. Bonjour Zahra, bonjour. صحتك. Et donc, Lena صحتك, je vais dire à tout le monde صحتك d'une façon nominative. صحتكم كامل, merci. Et donc, on va faire notre révision. C'est vrai que je vous ai promis de faire une révision. Bon, j'ai pas pu la faire hier à 16h parce que j'étais occupé et j'ai préféré la faire aujourd'hui matin. C'est vrai, c'est le week-end, je vous ai réveillé, mais bon, c'est pour la science, c'est pour le savoir. Donc, je vous ai, ça c'était l'ancien système, c'est comme ça qu'on abordait les sujets, mais c'est toujours bien pour votre révision. Ça va vous aider pour le raisonnement clinique. En fait, il y a une deuxième diapositive, les 100 questions. Je ne sais pas si on pourra faire tout ça aujourd'hui, mais je ferai de mon mieux. L'essentiel, on commencera par les dossiers et on verra si on arrivera à faire ça rapidement. Si ça ne prend pas beaucoup de temps, on pourra passer aux questions-réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a l'écho dans le téléphone. C'est pas grave. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier cas clinique. Donc, je vous demanderai de lire le cas clinique ainsi que les QCM. Et quand vous abordez un cas clinique, il faut lire non seulement l'énoncé, le décortiquer, souligner les mots-clés et bien sûr essayer de lire tout le cas clinique, de la première question à la dernière. D'accord? Parce que parfois, quand vous ne lisez pas tout le cas clinique, vous pouvez anticiper dans les réponses. Et là, vous pouvez perdre des, des points. Depuis 15 jours d'une vive douleur lombaire. Irradiant au membre inférieur droit, de survenue brutale, après le port de la poussette de son jeune enfant. Elle se plaint de douleur au niveau du talon. L'examen clinique objective une abolition du réflexe achéléen. Donc, il y a 6 questions. Que présente la patiente pour la première question? Quel est le mécanisme de cette douleur? Décrire le trajet de cette douleur. Cette douleur peut être accentuée par quelle manœuvre? Faire la description de cette manœuvre. Et enfin, quel examen est à demander pour étayer votre diagnostic? Donc, on va essayer de répondre question par question, s'il vous plaît, comme ça, on ne va pas s'embrouiller. Et là, s'il vous plaît, si vous pouvez commencer à répondre par rapport à la première question. En lisant le texte, ça vous fait penser à quoi? Donc, c'est une jeune patiente de 36 ans qui se plaint pour une douleur lombaire. Et cette douleur, elle irradie, elle a un trajet. Alors, les lombalgies du S1. Il faut disait mieux, Fatma, c'est ça, Fatma, Fatima. Attendez, là Fatma, oui, sciatique, des sciatalgies de préférence. Parce que les lombalgies, c'est pas précis, Fatma. C'est vrai que c'est du S1, bravo. Tu as su mettre, parce que ça c'est périphérique. On a dans les atteintes périphériques des sciatalgies, mais il faut dire de quel type. Il ne suffit pas de dire sciatalgie, hein. Donc là, ce n'est pas une réponse complète. Donc Fatma, elle a annoncé la couleur en disant le S1, c'est vrai. Et qu'est-ce qui vous a fait penser au S1? Alors, c'est vrai que c'est des sciatalgies, c'est des sciatiques, S1. C'est un syndrome radiculaire, tout à fait. Douleur radiculaire, très bien. De type inflammatoire. Douleur au niveau du talon, c'est déjà ça. Il faut décrire le trajet. Douleur au talon et abolition du réflexe. Très bien, Fatma, c'est très bien. C'est pour ça qu'on pense beaucoup plus au S1. Si vous vous rappelez, quand j'ai fait les paralysies, j'ai parlé des radiculalgies et j'ai parlé de S1. Vous avez une abolition de l'achillien quand il s'agit du S1, à la différence de L5. Très bien, super. Donc, quel est le mécanisme de cette douleur, à votre avis? Qu'est-ce qui peut être à l'origine?
Hernie discale, très bien, bravo. C'est la hernie discale parce que là, dans le texte, si vous avez bien lu le texte, il vous dit suite au port de la poussette de son enfant. Très bien. Donc, eh bien, ils vous disent quel est le mécanisme. Donc, c'est carrément une compression d'une racine. Très bien. Suite à une hernie discale. Et là, il vous dit décrivez le trajet de la sciatique. Donc là, il faut vraiment bien la décrire. Il faut dire que la douleur part du point d'émergence de la racine S1, va suivre le trajet suivant, donc la fesse en postérieur, la face postérieure de la cuisse, face postérieure de la jambe, talon, bord externe du pied et dernier orteil. Il faut vraiment décrire le trajet pour avoir le point. D'accord? Cette douleur peut être accentuée par quelle manœuvre? Si vous devriez examiner, c'est l'examen physique de la patiente. Qu'est-ce que vous allez faire comme examen? Ou là, comme manœuvre? Manœuvre de Laseg. Très bien, super. Donc, qui constitue en quoi le Laseg? Manœuvre de Laseg, oui. Elle consiste en quoi le Laseg? La manœuvre. Là, c'est pas. Enfin, étirement de la racine en elle-même. Hein. C'est étirement du nerf en lui-même. Donc, il ne faut pas dire étirer le membre. Ça, c'est pas précis, Fatma. C'est vrai qu'on va l'étirer. En fait, c'est pour étirer la racine, pour étirer le nerf. Mais il faut décrire la manœuvre, c'est pas ça. Il faut dire carrément le malade en décubitus dorsal. Et ça consiste à fléchir le membre inférieur étendu sur le bassin. Très bien. C'est le membre carrément, pas uniquement la jambe. Il faut vraiment bloquer le genou. Voilà. Flexion du membre étendu sur le bassin. C'est ce qu'il faut dire. Ça va étirer le nerf SA et ça va déclencher, ça va reprendre le trajet. Il faut être précis. D'accord? Et enfin, qu'est-ce que vous allez demander l'examen? Ici, ils ont mis pour étayer votre diagnostic. Là, je dirais moi, pour carrément confirmer votre diagnostic. Qu'est-ce que vous allez demander? Le NMG? Et s'il revient normal, le NMG, l'IRM, quand vous donnez les examens scanner, vous avez un souci avec les examens complémentaires, quand vous les demandez, vous ne donnez pas de précision. Scanner de quoi? De la tête, du cou, des jambes? C'est quoi? Scanner de quoi? IRM de quoi? Vous n'aurez pas le point comme ça. Ceux qui m'ont dit IRM et scanner, de quoi? IRM de rachis lombaire. Très bien, c'est déjà ça. Dorso-lombaire. C'est bien. Enfin, Fatih, Fatima, ou là, je ne sais pas. Mais c'est bien. Il faut dire une TDM, les deux sont acceptés. Hein. TDM dorsolombaire ou IRM dorsolombaire. D'accord? Mais il ne faut jamais dire IRM scanner. On ne prend pas en considération la réponse. Très bien. Ça, c'était pour l'échauffement. C'était le premier cas clinique. Donc, il s'agit vraisemblablement d'une sciatalgie de type S1. Vous pouvez dire lombosciatalgie, hein, mais ce n'est pas lombalgie. D'accord? Faites attention. Donc, une compression d'une racine à l'intérieur du canal rachidien réalisant la douleur radiculaire. La douleur part du point d'émergence de la racine S1, va suivre le trajet suivant, donc la face postérieure au niveau de la fesse, face postérieure de la cuisse, toujours en face postérieure de la jambe, talon, bord externe du pied et qui va toucher le petit orteil. D'accord? Donc, la manœuvre qui nous permet d'accentuer la douleur ou bien de déclencher le trajet de la douleur, c'est la manœuvre de la ZEG. Donc, comment elle se fait? C'est sur un malade en décubitus dorsal. Ça consiste à fléchir le membre étendu, là, en extension, en bloquant le genou sur le bassin. D'accord?
Et comment le confirmer? C'est en faisant de l'imagerie. C'est carrément une TDM, une tomodensitométrie dorsolaire ou bien une IRM dorsolaire. Les deux réponses sont acceptées. Est-ce que ça va? On passe au deuxième cas clinique. Très bien, super. Alors, le deuxième cas clinique, c'est une jeune femme qui consulte pour une asthénie, anorexie et troubles neurologiques à type de sensation de marche sur du coton. Ça, c'est une description qu'il faut retenir, hein, elle est très importante. Cette sensation de marcher sur le coton. D'habitude, nous, quand ils nous disent ça, déjà, on pense déjà à un diagnostic. Ainsi qu'une douleur fulgurante. Ils ne nous ont pas dit à quel niveau, mais probablement au niveau des membres inférieurs, au niveau des pieds. En l'examinant, vous confirmez que la patiente présente une perte de la position des segments des membres, ça c'est important aussi, et vous relevez également une pâleur cutanéo-muqueuse prononcée. Il y a une pâleur, et avec une tachycardie. Donc la formule, normalement, la numération formule sanguine, elle révèle une anémie macrocytaire. C'est vrai que vous n'avez pas encore fait les anémies, c'est l'unité 4, Inch'Allah. Elle est macrocytaire non micro, mais elle est arégénérative. Donc, comment appelle-t-on ce syndrome? Si vous pensez à un syndrome, quels sont les autres éléments de ce syndrome qu'il faudra rechercher? Quel est le trouble de la sensibilité qu'on ne retrouve pas dans ce syndrome? C'est-à-dire, il est normal. Il n'y a pas l'atteinte. On a des troubles de sensibilité à plusieurs niveaux, hein. Et c'était au moins une cause réalisant ce syndrome, qui est à l'origine de ce syndrome. Donc, en lisant le texte, à quoi vous pouvez penser? En parlant de sensation de marcher sur le coton, il y a une douleur, il y a un problème de la position segmentaire au niveau des membres, voire au niveau des orteils, voire des doigts. Syndrome, on ne dit pas de cordon postérieur, on dit syndrome cordonal postérieur, Fatima. Syndrome, très bien. Syndrome cordonal postérieur, c'est très bien. Très, très bien dit. Donc, j'ai une question avant qu'on continue dans les réponses des questions. J'aimerais un peu rajouter une question. Si je vous dis dans le texte, c'est vrai que la description, c'est une douleur neuropathique. Donc, ce qui nous fait penser au syndrome cordonal postérieur, c'est cette sensation de marcher sur le coton et surtout cette perte de la position segmentaire des membres. D'accord? D'ailleurs, si je vous rajoute par exemple un Babinski qui est présent, ça vous fait penser à quoi? À une atteinte du faisceau pyramidal. Et ça fait craindre quoi au juste? Donc, quand vous avez un syndrome cordonal postérieur avec un syndrome pyramidal, qui est une situation assez grave de ce syndrome cordonal. Parce que le syndrome cordonal postérieur, si on ne le traite pas à temps, on va parler un peu, une petite parenthèse concernant le traitement, ça va se compliquer et on va arriver à un autre syndrome. Et bien sûr, c'est un syndrome cordonal postérieur avec une atteinte du faisceau pyramidal. Vous allez avoir une hypotonie, vous allez avoir un Babinski et une hyporéflexie, voire des réflexes osteotendineux abolis. Ça vous dit quelque chose? S'il vous plaît. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que c'est une entité très importante à avoir, atteinte totale de la moelle. C'est pas précis. C'est un syndrome atteinte corticale. Non, 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 du tout, Wissam. On n'est pas en centrale. C'est vrai qu'on est en centrale, mais on n'est pas en corticale. Ça, c'est le faisceau. On a le faisceau pyramidal qui est atteint, mais par atteinte de la moelle. On n'est pas au niveau du déencéphale. C'est pas cortical, c'est pas capsulo-thalamique. Donc, vous ne connaissez pas l'entité. Donc, je vais vous le dire, vous le gardez en tête parce que c'est très important. Parce que c'est une évolution du syndrome cordonal postérieur mal pris en charge ou bien qui n'est pas pris en charge du tout, ou bien qu'il y ait le patient qui ne consulte pas à temps. C'est ce qu'on appelle le syndrome, la sclérose combinée de la moelle. C'est ce qu'on appelle la sclérose combinée de la moelle. Donc, si on vous dit dans un texte, malheureusement, souvent, c'est irréversible. C'est carrément des patients qui deviennent paralysés sur une chaise roulante.
D'accord? C'est toujours par atteinte de la moelle et ça va donner carrément une nécrose, une dégénérescence, si vous voulez. D'accord? Et là, le marche arrière, il est impossible. Donc, dans un texte, on vous donne un tableau de syndrome coordonal postérieur avec un syndrome pyramidal. Et, principalement, ils vous disent un Babinski positif, pensez à sclérose combinée de la moelle. D'accord? Qui est une situation très grave. Est-ce que ça va? L'atteinte du faisceau pyramidal ne veut pas dire forcément cortical, capsule ou thalamique. On a vu plusieurs étages et le tableau clinique, il est un peu différent. Est-ce que ça va? Retenez la sclérose combinée de la moelle. Donc, très bien, super. Super. Donc, quels sont les autres éléments de ce syndrome qu'il faudra rechercher à l'examen clinique? Qu'est-ce que vous devriez rechercher? Qu'est-ce qui caractérise le syndrome coordonal postérieur sur le plan clinique? Qu'est-ce que vous allez retrouver? Le syndrome coordonal postérieur, c'est une atteinte de quoi? De la sensibilité? Signe de l'hermite. Enfin, pas tout à fait. Signe de l'hermite, ça déclenche une douleur au niveau du cou. En fléchissant le cou, ça trouble du maintien des attitudes. Très bien. Atteinte de la sensibilité profonde. Un Romberg, Zaha, pourquoi atteinte de la sensibilité profonde? Ne confondez pas un syndrome vestibulaire et cérébelleux avec le syndrome coordonal postérieur qui est atteint de la sensibilité profonde. L'ataxie, oui, on a une ataxie dans le syndrome coordonal postérieur. Qu'est-ce que vous rajoutez encore? Trouble de la marche, talonnante, très bien. Rajoutez autre chose. Comment vous cherchez l'atteinte de la sensibilité profonde à l'examen? Dissociation tabétique, très bien. Cadar. Cadar tabétique en pensant au tabès. Tabès, c'est la syphilis. La neurosyphilis, c'est un des diagnostics, un des causes. C'est pas mal. La stéréognosie, bravo Wissem, c'est très bien. Wissem, Chorouk, la stéréognosie, c'est très très bien. C'est carrément, si vous donnez à un patient les yeux fermés, on a déjà parlé de ça, il ne reconnaîtra pas l'objet. Très bien. La stéréognosie, il manque un détail par rapport à la sensibilité profonde. La segmentaire, elle a été décrite dans le texte. Vous avez rajouté de la stéréognosie. Vous avez parlé d'ataxie, diapason. On l'appelle comment? L'épreuve au diapason. On appelle l'abolition de la sensibilité vibratoire. Très bien, Ghana. Voilà, c'est les trois paramètres. L'ataxie, l'abolition vibratoire, la sensibilité vibratoire et la stéréognosie. C'est très bien. C'est les trois paramètres à rechercher, plus la segmentaire. Quels sont les troubles de la sensibilité qu'on ne retrouve pas dans ce syndrome? Ça devient clair, hein, puisqu'on parle de la sensibilité profonde. Là, la réponse est évidente. Thermoalgésique, très bien. C'est la thermoalgésique, bravo. Donc là, je pense que c'est tout le monde qui a la réponse. Thermoalgésique, très bien. Et quelles sont les causes qui peuvent être à l'origine? Là, il vous demande de citer au moins une cause. Bon, vous pouvez en citer plus. Très bien. Déficit en B12, la vitamine B12, ça, c'est la plus fréquente, d'accord? C'est la vitamine B12. Super. Est-ce que vous avez une idée quelles sont les situations là où on peut avoir une avitaminose B12? La neurosyphilis, bravo Lina. J'ai dit le tabès. Très bien. Neurosyphilis, bravo.
La neurosyphilis, elle peut être à l'origine du syndrome coordonal postérieur. Mais je parlais de la vitamineuse B12. C'est bien de citer la vitamine B12. Pourquoi? C'est avant la neurosyphilis. Pourquoi, à votre avis, dans ce contexte, hein, restez dans le contexte de cette femme. Qu'est-ce qui vous pousse à dire que c'est une avitamineuse B12? C'est un bonus. L'anémie, très bien, bravo. On dit c'est une anémie carentielle, c'est une anémie par carence en facteurs antipernicieux. C'est les FAP. Vous allez faire ça en l'unité 4 et même en quatrième année, Inch'Allah, en hémato. C'est les facteurs antipernicieux B12, B9. D'accord? Ça va donner une anémie macrocytaire. D'accord? Donc, quand vous allez calculer le VG1, vous allez apprendre à le faire par la suite. C'est une anémie carentielle par avitaminose B12 et on la voit souvent dans la maladie, ce qu'on a dit auto-immune, qui touche l'estomac. D'accord? C'est des anticorps dirigés contre le facteur intrinsèque. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de la biochimie et de la physiologie. L'absorption de la vitamine B12, elle se fait au niveau iléal. Et donc, le fait d'avoir une anémie, d'avoir une carence en vitamine B12, vous n'allez pas avoir le facteur intrinsèque, vous allez avoir des anticorps dirigés contre le facteur, et le fait de ne pas avoir le facteur, vous n'allez pas avoir cette absorption au niveau iliaque terminal. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est le mécanisme, d'accord? Très bien, super. Et donc, voilà, on a répondu à ce cas clinique assez intéressant de syndrome cantonal postérieur. N'oubliez jamais un syndrome pyramidal associé vous fait penser à une sclérose combinée de la moelle qui est une situation assez grave. D'accord? Et bien sûr, si vous pensez à une hypovitamineuse B12, le traitement est clair, c'est donner de la vitamine B12 à temps pour que ça n'évolue pas vers la sclérose combinée de la moelle. Voilà. Donc, c'est le syndrome coordonal postérieur, l'ataxie, l'abolition de la sensibilité vibratoire, la stéréognosie, les troubles de la sensibilité thermoalgésique et bien sûr carence en vitamine B12 ou bien le tabès, c'est la neuroséphilis. La neurosyphilis, on appelle ça la syphilis tertiaire, hein. C'est vraiment des situations graves et c'est une syphilis très avancée. D'accord? Pratiquement, on ne voit plus ce genre de situation. Alors, le cas clinique 3, donc c'est Madame M qui a 50 ans, qui consulte pour vertige intense, qui évolue depuis une année, la confinant au lit. Bon, c'est un vertige invalidant. Et ils sont déclenchés, on parle des vertiges, déclenchés par les changements de position et s'accompagnent de nausées et de vomissements. En l'interrogeant, vous notez qu'elle a fait de nombreux épisodes d'otite et que ces vertiges sont de type rotatoire. D'accord? Donc, l'otite, c'est carrément une atteinte, une infection de l'oreille. Ça peut être une oreille, principalement l'oreille interne. C'est les plus fréquents. À l'examen, la patiente a tendance à s'incliner vers le côté droit et que cette inclinaison s'accentue lors de la fermeture des yeux. Alors, la première question, comment appelle-t-on cette tendance à l'inclinaison lors de la fermeture des yeux? Quel est votre premier diagnostic? Quels autres éléments physiques recherchez-vous à l'examen? Que montrent les épreuves instrumentales? C'est très important. Si vous vous rappelez, on a fait ensemble le cours. Quel est votre diagnostic définitif? Comment le différenciez-vous d'une atteinte centrale? D'ailleurs, dans cette question, c'est pas mon cas clinique, on vous souffle un peu la réponse. Et citez au moins deux causes pouvant être à l'origine de ce syndrome. Alors, donc, comment appelle-t-on cette tendance à l'inclinaison lors de la fermeture des yeux, qui s'aggrave à la fermeture des yeux? Déjà même, c'est tout le monde qui a la réponse. Romberg latéralisé. Bravo. Je sais qu'on a très bien fait le cours. C'est un Romberg latéralisé. Très, très bien. Quel est votre premier diagnostic? À quoi vous pensez? Vous avez un Romberg latéralisé, un vertige rotatoire, syndrome vestibular. Bravo.
Le khatat, même pas l'harmonieux directement. Bouchra, c'est très bien, Bouchra, mais tu brûles les étapes. Qu'est-ce que tu vas répondre? Quel est votre diagnostic définitif? Faites attention. Il faut aller dire syndrome vestibulaire. Je vais vous dire pourquoi. À la question numéro 5, vous allez dire quoi? Si vous dites, c'est bien, bravo, vous avez la réponse. C'est un syndrome vestibulaire périphérique, harmonieux, c'est excellent. Bravo. Mais si vous répondez ça à la deuxième question, qu'est-ce que vous allez répondre à la cinquième? Donc, il faut syndrome vestibulaire droit, parce que ça tend à diminuer. Enfin, l'inclinaison, c'est à droite. La lésion, elle est à droite. C'est pas mal. Non, l'yaqin. C'est bien. Donc, il fallait dire, c'est un syndrome vestibulaire. Il faut pas brûler les étapes parce que là, vous avez d'autres éléments à faire. C'est pour ça qu'on vous dit l'épreuve instrumentale, quels sont les autres examens physiques, pour dire qu'il s'agit de périphérique. Épreuve instrumentale positive. Elle est positive, Fatma, t'es sûr? Dans le périphérique, elle est positive. Pourquoi on dit harmonieux? D'ailleurs, ça va de soi. Pourquoi on dit harmonieux? C'est un peu discordant et c'est un paradoxe. Est-ce que vous êtes d'accord avec les épreuves instrumentales positives? L'équipe? Oui. Ah bon? Hypoexcitabilité, inexcitabilité. Très bien, Léna. Donc, il faut dire une hypoexcitabilité, une inexcitabilité. Donc, ça a été. Elle est négative. Donc, c'est une hypoexcitabilité et une inexcitabilité. C'est pour ça que c'est un paradoxe, contrairement au central. D'ailleurs, c'est un point. D'ailleurs, on a fait le tableau ensemble, si vous vous rappelez. Je vous ai demandé de faire un tableau comparatif. Hein. Faites attention, vous pouvez avoir la question à l'examen. D'accord? C'est une question hyper tombable. Très bien, Lina. Est-ce que ça va, Fatma? Une épreuve instrumentale qui est négative. C'est une hypoexcitabilité, une inexcitabilité, carrément. C'est pour ça qu'on parle d'harmonieux. Est-ce que ça va? Très bien, super. Donc faites attention, ne confondez pas entre les deux. D'accord? Il est positif, il y a une excitabilité, les épreuves sont positives dans le central. Donc, quel est votre premier diagnostic? Il faut dire que c'est un syndrome vestibulaire. Ne brûlez pas les étapes. Quels autres éléments physiques recherchez-vous à l'examen? Qu'est-ce que vous recherchez à l'examen? Trouble de l'équilibre. Très bien. Nystagmus, surtout le nystagmus, c'est bien. La déviation des index, ne l'oubliez pas. Bravo. Donc, démarche en étoile de Babinski. Celle qui me dit, Monsieur le Babinski, ça, c'est pas le Babinski. Le Babinski, on le trouve partout. Donc, ce qu'on appelle la démarche en étoile de Babinski Wave. C'est très bien. Bravo. Le signe de Fukuda. Très bien. Iman, c'est très, très bien. Fukuda, c'est vrai que Fukuda, il ne se retrouve pas, il n'est pas sur votre livre de simiologie. Et d'ailleurs, ce n'est pas mentionné dans la réponse, mais c'est lui qui le met, c'est un point bonus. Bravo. Le signe de Fukuda. Déviation des accès. Très bien. C'est tout le monde qui a répondu. Bravo. Et là, je dis, comment sont les épreuves instrumentales? La réponse a été dite. C'est une inextabilité, excitabilité, voire une hypoexcitabilité. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'harmonieux. Et là, quel est votre diagnostic définitif? C'est maintenant que vous me dites que c'est un syndrome vestibulaire périphérique harmonieux. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, c'est parce que là, vous avez brûlé les étapes. On est dans le vestibulaire, c'est dans le vestibulaire, mais on ne sait pas est-ce que c'est périphérique ou central. Il faut bien lire le cas clinique. Est-ce que vous avez compris? Et comment vous allez le différencier du central? On a compris, déjà, un des paramètres, c'est comment vous allez le différencier, principalement, du central? Il y a cette histoire, les épreuves instrumentales, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre élément? Vertige qui est discret, ouais.
Un nystagmus très marqué dans le central. C'est très bien, Belhadj. Marqué dans le central. Il est disharmonieux. Et aussi, il faut dire qu'il y a des troubles oculomoteurs. C'est ça, c'est le nystagmus marqué. Vertige rotatoire. C'est très bien, c'est pas mal. Donc, gardez en tête cette différence entre les deux syndromes périphériques et centrales. D'accord? Citez au moins deux causes. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette atteinte périphérique, vestibulaire périphérique? Si on vous dit donner deux causes. C'est très bien. Traumatique, l'ENA, fracture du rocher, l'otite, ça a été dit, très bien. C'est l'infection, bravo. Le zona, le ménière, c'est excellent. Lésion du nerf 8, ça donne le central, Belhadj. Syndrome de Ménière, super. C'est les principaux. Fais attention, ne cite pas lésion du nerf 8. Il vaut mieux pas. OK? Il faut dire les labyrinthites, les labyrinthites, les traumas du rocher, l'otite, l'atteinte vasculaire, d'accord? Syndrome de Minière, tout ça, c'est coté. Bravo, là, comme ça. C'est pas mal. Donc, le cas clinique, voilà, c'est un signe de Romberg. On peut dire c'est accepté pseudo-Romberg. Donc, syndrome vestibulaire, déviation des index, nystagmus horizontal, démarche en étoile de Babinski-Weil. Donc, c'est une hypoxytabilité ou une excitabilité unilatérale droite à l'épreuve instrumentale. C'est ce qu'on appelle le syndrome vestibulaire périphérique harmonieux. Donc bon, ça a été coté un point, mais je trouve que c'est un peu injuste. Parce que dire périphérique, c'est l'harmonieux. D'accord? Parce que là, celui qui n'a pas dit harmonieux, il y a un point qui saute dans le cas clinique. D'accord? Mais ça, c'est le fait de dire périphérique, c'est l'harmonieux. Maintenant, celui qui me dit syndrome vestibulaire harmonieux, c'est le synonyme de syndrome vestibulaire périphérique. Donc, je ne sais pas celui qui a noté ça, mais il insiste sur l'harmonieux. Moi, je n'insisterai pas. Celui qui dit vestibulaire périphérique ou vestibulaire harmonieux, il aura les deux points. Est-ce que vous avez compris? Parce que ça veut dire la même chose. Est-ce que c'est tout le monde qui a compris ça? J'ai insisté dans le cours, si vous vous rappelez. Très bien. Donc, vous aurez les deux points, même si vous ne rajoutez pas l'harmonieux. Ou là, celui qui met l'harmonieux, il ne peut pas faire rire. Docteur, en ce qui concerne la marche en étoile, qui se caractérise par un zigzag, oui, en étoile, la marche festonnée de l'ataxie cérébelleuse ou l'ataxie vestibulaire. Non, la festonnée, c'est cérébelleuse, ce n'est pas le vestibulaire. Fatma. Très bien. Alors, les causes, ça a été cité, et donc on peut continuer avec les dossiers. Est-ce que ça va jusque-là? Comme ça, vous allez vous rafraîchir un peu la mémoire et vous allez fixer les idées. Est-ce que ça va? Très bien, super. On continue. Alors, monsieur athée, ça ne veut pas dire qu'il est athée, hein, est victime. Non, je veux dire, la festonnée se caractérise aussi par une marche. Pas tout à fait. Oui, oui, Fatma. On dit festonnée ou là en étoile. Exact. J'ai pas bien compris la question. On dit une démarche festonnée ou en étoile, c'est la même chose. Est-ce que ça va, Fatma? Oui, c'est bon. Très bien, super. Alors, on a un nouveau cas clinique. Monsieur athée est victime d'un accident de la voie publique, survenu il y a 3 heures et ayant occasionné un trauma crânien. Donc, il a un trauma crânien. L'examen met en évidence un coma stade 3 et une hémiplégie droite de type cortical. Donc, si vous vous rappelez, on a fait le cours ensemble, l'examen du comateux, si vous vous rappelez, dans le syndrome pyramidal. Alors, la première question, il faut lire toutes les questions. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez donné une réponse avant le moment. D'accord? Entre le syndrome vestibulaire et le syndrome vestibulaire périphérique. Vous voyez? Donc, lisez tout le cas clinique. Faites attention. Et essayez de donner des réponses complètes. Alors,
quelles sont les caractéristiques de cette hémiplégie? Donc, on va voir, parce que là, il vous a donné, il vous a annoncé la couleur dans le texte. Hein. Ne me dites pas la topographie. Il vous dit carrément une hémiplégie droite de type cortical. Ah oui, comme. Donc, parfois, on vous donne la description et parfois, on vous donne la topographie et on vous demande la description. D'accord? On peut faire l'inverse. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette hémiplégie? Partielle, non propositionnelle, incomplète. Très bien. Super. C'est tout le monde qui a la réponse. Bravo. Partielle, non proportionnelle, incomplète. Très, très bien. Donc, c'est les réponses qu'il faut donner. Préciser les caractéristiques des paramètres suivants. Normalement, on devrait vous donner des paramètres. Préciser les caractéristiques des paramètres. Vous avez une aphasie. Il est dans le coma, Soulef. C'est tout le monde qui me dit aphasie. Rahma. Comment vous savez qu'il a une aphasie? Il est dans le coma. Déviation conjuguée. Très bien. Super. Khadija, c'est bien. Ils disent aphasie car la tête est du côté droit. Non, non, j'ai compris. J'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit hémiplégie droite. J'ai compris. Mais l'aphasie, c'est clinique. Il est en coma type, enfin, coma stade 3. Signe de Pierre-Marie, bravo, Cholok, c'est très bien. Oui, c'est pas évident, coma. Bien sûr que c'est pas évident. Signe de Pierre-Marie, c'est très bien. Là, toujours vous brûlez les étapes. C'est le signe de Raïmiste. De Raïmiste, oui, c'est un signe de l'atteinte pyramidale. Lourdeur des membres touchant par rapport aux autres. Ça tombe rapidement, Khadija, oui. Quand on examine Raïmiste, oui, c'est très bien. Donc, quels autres réflexes recherchez-vous au membre inférieur? C'est ça. Donc, il faut chercher le signe de Babinski. Très bien. C'est principalement le signe de Babinski. Quel autre réflexe? J'ai mis en singulier, faites attention. On peut avoir des réflexes sociaux abolis, très bien, mais la tête pyramidale, c'est le Babinski unilatéral. D'accord? Les réflexes osteotendineux sont abolis, Lina, c'est vrai. Mais quand on vous dit quel autre réflexe, parce que là, les réflexes osteotendineux, cutanéo-muqueux et l'hypotonie, c'est dans la question 2. Préciser les caractéristiques des paramètres suivants du côté de l'hémiplégie. Signe de Marie et foi. Vous avez oublié le I. Ça, c'est quelles sont les anomalies que vous pouvez noter au niveau de la face. C'est la question numéro 4, d'accord? C'est très bien. Rechercher le signe de Pierre-Marie et foi, qui consiste en quoi? C'est qui consiste en compression du nerf facial et qui va donner une grimace du côté ça. C'est carrément percuter le nerf facial, qui va donner une grimace du côté sain. Épilepsie brave jacksonienne apparaît chez le patient en coma. Oui, possible. Très bien. Mais c'est surtout quand il vous dit au niveau de la face, parce que là, il vous donne une précision. Dites une déviation, ça a été dit tout à l'heure, à gauche, conjuguée de la tête et des yeux. Qu'est-ce que je vous ai dit, si vous vous rappelez? Le patient, il fait quoi? Cette déviation des yeux. J'ai dit une expression. Le patient, il fume la... Voilà la lésion. Bravo, Fatma. Il regarde sa lésion. Très, très bien. D'ailleurs, il dévie les yeux du côté de la lésion. Bravo. C'est très bien. Et khlas, vous avez répondu à toutes les questions. Comme ça. Et quel examen vous allez demander? À ce stade, bien sûr, c'est un trauma crânien.
C'est pas sourcil. La dernière question. TDM cérébral. Très bien. Il faut donner les précisions. TDM cérébral. Et quand vous écrivez TDM, c'est en majuscule TDM. Hein. معليش انا كتبتوها هكذا mais ولا écrivez carrément une tomodensitométrie. Bravo, يعطيكم الصحة. C'est un cas clinique qui n'est pas compliqué, qui n'est pas difficile. Et d'ailleurs, on s'est attardé beaucoup plus sur le syndrome pyramidal et comment un peu examiner un syndrome pyramidal chez un patient dans le coma. D'accord. Donc faites attention même par rapport à cette partie du cours. Alors, quelles sont les caractéristiques? Il faut dire qu'elle est flasque, partielle, non proportionnelle et incomplète. Il faut chercher les réflexes cutanéo-muqueux tendineux, cutanéo-muqueux, osseo-tendineux et hypotonie. Ça, c'est les paramètres. Quel est le réflexe au singulier? C'est le Babinski, qu'il faut chercher au niveau du membre inférieur, au niveau de la plante du pied. Quelles sont les anomalies que vous pouvez noter au niveau de la face? Une déviation à gauche conjuguée de la tête et des yeux. Donc, on dit que le patient regarde sa lésion. Et une hypotonie de l'hémiface droite. Et sans oublier le signe de Pierre-Marie et Foy chez un patient comateux qui, elle, c'est une compression du nerf facial en arrière de la branche montante du maxillaire inférieur, entraînant une grimace du côté sain. Et enfin, pour mettre les lésions responsables de ce syndrome, ou la responsable de ce tableau, c'est de faire une TDM cérébrale. Est-ce que ça va? On continue? Oui, oui, super. Alors, on arrive au cas clinique numéro 5. Alors, qui dit quoi? C'est un monsieur SM, âgé de 45 ans. Consulte pour une douleur lombaire, on revient au lombaire, hein, pour une douleur lombaire gauche, irradiant à la face antérieure de la cuisse. Et bien sûr, à la face antérieure de la cuisse et à la face antérieure du genou. Normalement, rien qu'en vous disant ça, vous avez un diagnostic déjà. Parce que ça s'arrête au niveau du genou. Donc, si quelqu'un me dit ça, il me fait cette description, j'ai déjà en tête le diagnostic. Quel diagnostic évoquez-vous? Toujours. Complétez la description de l'irradiation de cette douleur. Très bien. Mais c'est que lombalgie du L4. Faites attention, le mot lombalgie veut dire douleur lombaire. Dites lombosciatalgie. De préférence, crurale. Très bien. Névralgie crurale, c'est cruralgie. Super. C'est mieux. Dites cruralgie. Ne dites pas douleur crurale, dites cruralgie, c'est mieux. C'est névralgie crurale, c'est accepté. Mais évitez ce mot lombalgie. Je peux avoir un lombagou, c'est une douleur osseuse, et c'est des lombalgies. D'accord? Lombalgie ne veut pas dire forcément, quand vous dites lombalgie du L4, maintenant c'est la tête de la vertèbre L4. Est-ce que ça va, Fatma? Faites attention. Dites des lombosciatalgies, معليش. Dites des cruralgies, معليش. D'accord? Névralgie crurale, معليش. Mais ne dites pas lombalgie. Lombosciatalgie. D'accord? Complétez la description de l'irradiation de cette douleur. Face interne de la jambe. Pourquoi L4 et non pas L3? Cruralgie, quand on dit cruralgie, c'est L4. Et généralement, ça touche la cuisse. D'accord? Donc, L3, L4, ce n'est pas de la science exacte. Hein. Ça peut être L3. Mais la description, et ça a été décrit, L3 s'arrête à la cuisse, y compris L4. Et d'ailleurs, c'est toujours la description, on parle de L4. Bon, dites L4, L3 dans la description, même dans votre livre, votre manuel, on parle de L4. Même si le L3 s'arrête à la cuisse, j'ai dit que ce n'est pas de la science exacte. Ça peut être du L4 comme ça peut être du L3. D'accord? Donc ça peut être du L3, mais souvent on parle de L4.
Celui qui dit L3, c'est pas faux. Mais c'est écrit L4, parler de L4, des cruralgies. D'accord? Très bien. Donc, ça irradie vers la face. Bon, c'est la même chose, hein, mais ici, vous n'allez pas faire une manœuvre, c'est le contraire de tout à l'heure. Quelle manœuvre qui va mettre en évidence le trajet? Alors, tout à l'heure, on a vu les sciatalgies S1. Et là, on est dans les cruralgies. La zeg, Bouchra, c'est tronqué. La zeg inversée. La zeg inversée, c'est-à-dire un patient qui est en décubitus ventrale et vous allez faire une hyperextension du membre sur le bassin. D'accord? On fait le laseg inversé pour la cruralgie L4 parce qu'elle est tronquée. Elle est au niveau, ça s'arrête pratiquement souvent au niveau du genou. Rarement, elle peut aller jusqu'à la face antéro-interne de la jambe. D'accord? Donc, il ne faut pas parler de la zeg, il faut parler de la zeg inversée. D'accord, Bouchra? Est-ce que ça va? Très bien, super. Alors, décrivez cette manœuvre. Voilà, c'est le malade en décubitus ventral. On va faire une hyperextension de la cuisse sur le bassin. D'accord? Et ça va déclencher la douleur qui va s'arrêter au niveau du genou et parfois elle peut aller jusqu'à la face antéro-interne. Iman, la ZEG, L5, oui. La L5, oui. Vous pouvez faire la ZEG inversée. Et d'ailleurs, le L5, le S1, même avec un AZEG normal, pas l'inversé, ça peut déclencher la douleur. Mais retenez pour la L4, le tranqué, c'est beaucoup plus le laseg inversé, en décubus ventral. Ce qui est distal, L5, S1, gardez le laseg. Est-ce que ça va? Très bien, super. Comment sont les réflexes rotuliens et achilliens dans ce cas? Et vous en donnez, et vous en précisez. L'achillien est conservé, bravo. Parce que c'est réflexe rotulien, voilà, aboli. Très bien. C'est carrément le trajet. Donc, il faut dire que l'achillien est conservé et que le rotulien est aboli. Donc, préciser le siège de la lésion, on a compris que c'était au niveau L4, c'est tout le monde qui l'a dit, ou L3 pour faire plaisir à Yasmine. Donc, mais retenez pour l'examen, mettez L4. D'accord? Et quelle est la cause? Ça a été dit tout à l'heure. C'est toujours principalement les hernies. Docteur, le signe de l'URI, c'est lorsqu'on trouve une chirurgie lors de la ZEG inversée, ou bien c'est une autre nomenclature pour la manœuvre. Ça s'appelle de l'URI, comme ça, L-E-R-I, de l'ERI. C'est dans votre manuel, je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Il vaut mieux garder la ZEG inversée. Je vais chercher de l'ERI, je ne sais pas. C'est mentionné sur le manuel de Rosemary. Yasmine. Ada. Bon, je ne sais pas, les riz, je ne sais pas. Je ne vais pas me mouiller, mais gardez le laseg inversé. D'accord? Et bien sûr, quelle est la cause la plus fréquente? Ça reste l'hernie discale. Donc voilà, on a répondu pratiquement sur toutes les questions. On passe, c'est un cas clinique qui est simple. On passe au numéro 6. Donc, une femme de 38 ans se présente dans le cadre de l'urgence pour un syndrome méningé. D'accord? Normalement, vous devriez connaître ce que c'est un syndrome méningé. Si on vous demande de décrire le syndrome méningé, d'ailleurs, c'est la question de quelles sont les deux causes à évoquer quand vous avez un syndrome méningé, principalement. Quelle est la triade qui définit ce syndrome? Comment rechercher la raideur de la nuque? Bon, là, il vous souffle la réponse. Hein. Et le syndrome de Koenig,
Une ponction lombaire est décidée pourquoi? Citez deux indications de la ponction lombaire en dehors du syndrome méningé. Et vous avez pourquoi l'hypertension intracrânienne est une contre-indication. D'ailleurs, il faut retenir que ça peut être une contre-indication à ne pas faire et vous allez me dire pourquoi. Alors, quelles sont les deux causes devant un syndrome méningé? On pouvait inverser la tuberculose, rester large, mais très bien. Méningite infectieuse. Donc, elle comprend très bien. L'infectieuse, qui dit infectieux, très, très bien, Khadija. Donc, c'est les deux principaux. C'est très bien, Cholor. Il faut penser, bon, hémorragique tumorale, Emen reste sur l'hémorragique parce que c'est méningé, pas tumoral. Donc, c'est dans les hémorragies méningées qu'on trouve souvent dans les accidents aux antivitamines K, quand vous avez un patient qui est sous anticoagulant. Ou bien dans les hémopathies, dans les thrombopénies profondes téniques. Les thrombopénies profondes, vous pouvez avoir des hémorragies méningées. OK? Et donc, maintenant, le trouble de la crasse. Donc, l'infectieux et l'hémorragique. Quand à chaque fois on vous dit syndrome méningé, pensez à ces deux étiologies principalement. OK? Et l'infectieux, ça peut être bactérien ou viral. Les deux sont acceptés. Très bien. Alors, quelle est la triade qui définit ce syndrome? Le trépied classique, oui. Céphalie, vomissement et raideur de la nuque. Raideur de la nuque, ça a été donné. Céphalie, vomissement, rajoutez autre chose. Un détail que souvent les gens l'oublient. Constipation, très bien, Fatima. C'est céphalée, vomissement, constipation. Vous pouvez avoir une photophobie, mais la triade, c'est céphalée, vomissement et constipation. Mais chez conception. Constipation, très bien. C'est la triade. Alors, comment rechercher la raideur de la nuque et le syndrome de Kurni? Comment recherchez-vous ça? D'ailleurs, ça a un nom, la recherche de la raideur de la nuque. Soit vous avez le signe de Kurnik, soit le signe. Il y a deux signes à l'examen clinique. Flexion passive de la tête sur le tronc, très bien. Brudzinski. Il faut apprendre les noms. Hein. Il faut apprendre les noms. Bon, c'est vrai que vous n'allez pas écrire, mais il faut retenir les noms. C'est la manœuvre, c'est le signe de Brudzinski. Vous avez le signe de Brudzinski qui est la tentative de flexion passive de la nuque. Donc, s'accompagne d'une résistance permanente et douloureuse. Et le Kurnik, c'est quoi le Kurnik? C'est les deux signes qu'il faut rechercher pour la raideur, hein, pour le syndrome méningé. Le Kurnik consiste en quoi? L'équipe, le signe de Kurnik. Vous vous rappelez pas? Impossibilité de fléchir angle droit des membres inférieurs et sur le tronc. Non, autoréflexion des jambes, c'est-à-dire douleur obligeant la flexion des genoux, c'est-à-dire impossibilité de plier la cuisse sur le bassin. Hein. Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas. Quand on essaie de faire asseoir le patient, donc flexion, on a une flexion des membres inférieurs. Le malade passe de la position couchée à la position. Soit le malade il est en décubitus dorsal et on relève les membres inférieurs complètement étendus qui ne peuvent pas être mis en angle droit sur le tronc. Et il y a deux positions. Flexion des jambes, en extension sur la cuisse, qui va être impossible. D'accord? Soit on fait asseoir le patient, vous avez une flexion des membres inférieurs, soit le patient il est en décubitus dorsal et on relève les membres inférieurs complètement étendus. On peut pas on peut pas faire un angle droit. D'accord? Il y a deux positions dans le curling. Est-ce que ça va? Il y a deux positions. D'accord?
Quand on essaie de faire asseoir le patient, il fléchit les jambes. Et quand on fait fléchir les jambes en extension sur le tronc, c'est pas possible. Est-ce que vous avez compris? C'est deux positions. Est-ce que ça va l'équipe? Le cornique, c'est deux positions. Très bien. Retenez les deux. OK? Parce que vous pouvez avoir ça à l'examen clinique, à l'examen clinique, enfin pratique de la fin d'année. D'accord? D'ailleurs, on a déjà posé. On a déjà posé la question. Donc faites attention. Donc, extension sur la hanche est imposée. Exact. Elle est pratiquement impossible. Donc, une ponction lombaire est décidée. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi vous faites une ponction lombaire? Pour définir l'étiologie. Très bien. C'est l'origine inférieure. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire l'origine inférieure? Docteur, c'est quoi différence avec signe de la Z et Kearney? Non, non, il y a une grande différence. C'est vrai que pratiquement, c'est le même signe. L'un déclenche le trajet de la douleur, l'autre, c'est l'impossibilité. D'ailleurs, ça déclenche même une douleur au niveau du cou, au niveau de la nuque. Il y a une grande différence. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est le même signe. On fait une extension, le membre inférieur sur le tronc, mais il y a l'impossibilité et le déclenchement de la douleur au niveau de la nuque. L'autre, il déclenche la douleur, le trajet radiculaire. Dilali Nawal. Est-ce que tu as compris, Nawal? C'est vrai qu'on a l'impression que c'est la même manœuvre, mais le Körnig, c'est les deux signes associés. La position assise et fléchir les membres inférieurs, ou bien l'extension sur le tronc. Donc, il faut vraiment faire les deux. Est-ce que ça va, Nawal? Très bien, je vous en prie. Lors de syndrome méningé fébrile, inflammatoire, très bien, Iman. Donc, ça peut être inflammatoire, ça peut être fébrile, ça peut être néoplasique. C'est pour vous orienter pour avoir une nation étiologique. D'accord? Ça a été dit par Belhadj. Et donc, sans ponction lombaire, vous ne pouvez pas aller loin pour avoir une. Donc, si c'est hématique, on va penser à une hémorragie. Si c'est trouble, déjà à la macroscopie, hein, on va penser beaucoup plus à l'infection. Et si c'est l'éclair, ça peut être inflammatoire, ça peut être auto-immun dans certaines maladies inflammatoires, et ça peut être aussi infectieux dans certaines maladies infectieuses, comme le BK par exemple. Le BK ne donne pas un liquide trouble. Il donne ce qu'on appelle les méningites à liquide clair, c'est les viroses et certaines bactéries, comme la listériose et la tuberculose. Voilà. Donc c'est carrément pour avoir une étiologie. Très bien. Et c'était deux indications de l'APL en dehors du syndrome ménager. Est-ce qu'il y a d'autres indications à faire enfin, une ponction lombaire en dehors des méningites, à votre avis? Coma, très bien, Soulef. Coma neurologique, c'est très bien. Ça peut être métabolique, on ne sait pas l'origine, ça peut être une méningite. Et le coma en fait une PL. Bravo. Compression médulaire. Neuropathie, périphérique? Quelle neuropathie périphérique? C'est très bien. Compression médulaire. Coma, patient, il est dans le coma. La CEP, très bien. C'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il y a encore un truc que vous avez fait et j'ai insisté quand on a fait les atteintes neurologiques périphériques. Et j'ai dit, faites attention. Polyradiculonévrite, très bien. C'est très très bien. Je cherchais la polyradiculonévrite. Qui est appelée comment? De Guillain-Barré. Super. C'est la polyradiculonévrite de Guillain-Barré. Donc un patient dans le coma, un Guillain-Barré, une CEP, une compression médulaire, tout ça peut indiquer une PL. Bravo. C'est très bien. Et pourquoi on ne fait pas une PL devant une hypertension intracrânienne? C'est quoi le risque? Risque d'engagement de quoi? Engagement cérébral. Donnez plus de précision, Bouchra.
On ne dit pas engagement cérébral. ماشي كاع le cerveau حيدخل داخل le trou occipital. Il faut donner plus de précision. D'engagement amygdalien. Bravo, Ghana. Très bien. L'engagement amygdalien cérébelleux. C'est ça. Il faut dire des amygdales cérébelleuses. Très, très bien. Donc, engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital qui peut être mortel. D'accord? Donc, c'est vraiment très grave. Et donc, faites attention parce que c'est une contre-indication absolue à faire une PL chez ces patients. D'accord? Il suffit d'avoir un fond d'œil pour voir la tension au niveau de la rétine. C'est donc carrément, si on peut faire un scanner, même le scanner peut vous orienter. OK? Est-ce que ça va? C'est bien, vous avez toutes les réponses. Hein? Bravo. Est-ce que ça va? Très bien, super. Alors, on continue. Donc, le cas clinique suivant, donc on a un jeune sans casque qui est tombé de sa moto, victime d'un trauma crânien. Il a été hospitalisé en réanimation de neurochirurgie. Le médecin de garde annonce à la famille qu'il présente un coma dépassé. Alors, la première question, quel est le stade de ce coma, puisqu'on parle de coma dépassé? Comment est-il? Maintenant, il faut le décrire. Un EEG a été réalisé, que montre-t-il? Et c'était deux évolutions probables en général de ce coma. D'accord? Là, c'est un cas clinique qui concerne uniquement le coma. Et là, vous devriez avoir une idée sur le coma dépassé. Donc, vous avez vu avec Dr Bouziani, professeur Bouziani, sûrement les différents stades de coma. Et donc, c'est sûr qu'elle vous a parlé de coma dépassé. Quel est son stade? Stade 4, très bien, le Hajj. Très, très bien. C'est carrément un stade 4. Et comment est-il? Si vous décriviez, si vous voulez décrire le coma, comment vous allez le décrire? Le coma, stade 4, coma dépassé, comment on le décrit? EEG, ligne droite, respiration artificielle. Très bien. Ça veut dire 4. Là, vous brûlez. Khadija, c'est vrai ce que tu dis. 4, c'est le G, c'est un plat mort cérébral. Très bien. Maintenir à vie artificiellement. Enfin, maintenir à vie, je ne sais pas trop. Stade de mort cérébrale, exact. Hypotone, très bien. L'hypotonie, arrêt respiratoire spontané, la tension artérielle, tous les réflexes sont aboliques, très bien. La tension artérielle, elle est effondrée. Les réflexes pupillaires, ils sont comment? Vous avez quoi? Une midrias bilatérale, très bien. Midrias, il reste deux trucs. La vie de relation et la vie végétative, c'est important. La vie de relation et la vie végétative. C'est les deux, c'est carrément un stade de mort cérébrale. Exact. Trouble végétatif, et c'est ça, la vie végétative est abolie, et la vie relationnelle, la vie de relation est abolie. Donc il faut dire tout ça. La vie de relation abolie, la vie végétative abolie, le tonus musculaire et une hypotonie, la respiration, arrêt spontané respiratoire, la tension artérielle, elle est effondrée, le réflexe pupillaire, c'est une midrias. C'est tout ça. D'accord? C'est ça le stade 4 du coma. D'accord? Donc, il faut citer tous ces paramètres. Donc, l'EEG, parce que votre collègue, elle a anticipé, un EEG est réalisé, comme montre-t-il, carrément une activité nulle. C'est un tracé qui est plat. D'accord? Il n'y a pas d'activité. Exact. C'est un tracé qui est plat. Il n'y a pas d'activité, c'est carrément une mort. Citer les désévolutions. Comment ça évolue? Comment ça peut évoluer ce coma? Il évolue comment? Comment, à votre avis? Il y a deux situations. Donc là, si on vous dit un coma dépassé, souvent, le coma dépassé, il est irréversible. Souvent, on ne peut pas récupérer les patients, la mort du patient. C'est ça ce que ça veut dire irréversible. Je veux dire, soit on attend à ce que le malade fait son arrêt, et là, on éteint le respirateur, tout le reste.
c'est dans de rares situations, quand vous avez une sédation végétative, on parle de sédation, et sédaté, on peut faire marche arrière, mais c'est très rare. C'est un coma avec sédation végétative qui est réversible, mais le coma dépassé, il est irréversible dans 90% des cas. D'accord? On parle de sédation végétative. Il y a certains qui parlent de sédation végétative avec une réversibilité. Arrêt cardio-respiratoire, tout à fait. C'est une question de temps. Très bien. Donc là, on a répondu à toutes les questions. Donc, soit vous avez un coma avec sidération végétative, ça peut être réversible, mais c'est très rare. Soit un coma dépassé qui reste irréversible et la mort, elle est inévitable. Voilà. Est-ce que ça va? Pour qu'on passe au cas clinique suivant. Très bien, super. Cas clinique numéro 8. Un jeune de 25 ans a été victime d'un accident de la circulation depuis il présente une paraplégie. Donc là, c'est toujours traumatique, mais cette fois-ci, vous avez affaire à une paraplégie, carrément. D'accord? Vous vous rappelez, on a fait ensemble les paralysies. On a parlé des tétraplégies, des paraplégies, des hémiplégies. Et donc là, dans l'énoncé, il vous dit, l'énoncé il est très court, mais dans les questions, ils vous disent, donc définir la paraplégie, il faut la définir. Paralysie des deux membres inférieurs, très bien. Est-ce que ça suffit de dire ça? Essayez toujours de donner des réponses complètes. Lésion complète de la moelle sous la... C'est très bien, Wissam. Mais on doit combiner la réponse de Wissam et de Fatma. Donc, pour que ça donne une réponse complète. Donc, c'est carrément une lésion complète de la moelle entraînant sous l'enflement cérébral cervical, entraînant une paralysie des membres inférieurs. Atteinte bilatérale, c'est très bien. Atteinte bilatérale des faisceaux pyramidaux. Oui. Mais il faut dire comme ça, une paralysie des deux membres inférieurs suite à une lésion complète de la moelle sous l'enflement cérébral, enfin sous l'enflement cervical. D'accord? C'est ça la réponse complète. Ça va, Wissam, Elina et Fatma? C'est comme ça. Il faut combiner vos réponses pour avoir une réponse complète. D'accord? Et quelle est sa cause dans ce cas? Bon, là, c'est une question. Pour moi, c'est une question. Ça, c'est une question pour donner le point. C'est un cadeau. Il faut dire que c'est une section complète de médulaire complète suite à un trauma. Qu'observe-t-on au-dessus de la lésion? Au-dessous de la lésion. Qu'est-ce qu'on observe? C'est ce qu'on appelle. C'est à l'examen, hein, pour avoir la limite, si vous voulez, de la section. Qu'en observe-t-on au-dessous de la lésion? Quadriplégie, l'hypotonie, très bien. Donc, au niveau supérieur de la lésion, c'est une quadriplégie. Bien, c'est au-delà de l'enflement. Si vous avez l'atteinte de l'enflement cérébral, enfin cervical, c'est sûr que vous allez avoir la quadriplégie. Ça, c'est clair. Mais moi, je vous dis comment vous pouvez avoir la topographie. D'ailleurs, ils vous disent dans la question, qu'observe-t-on au-dessous de la lésion? Terre la lésion. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Hyporéflexie, trouble sensitif, à tous les modes. Très bien. Trouble de la sensibilité, c'est très bien. On peut avoir des anesthésies, hypoesthésie à tous les modes. Bravo. Le Babinski, il est bilatéral. C'est très bien. Comment pose-t-on le diagnostic topographique? Les troubles sphinctériens. Oui, c'est très bien. Bravo. Donc, finalement, comment pose-t-on le diagnostic topographique? C'est la limite supérieure des troubles de la sensibilité. Ça vous permettra, les réflexes osseo-tendineux, conserver. Comment ça, conserver, Iman? Tu as une lésion bilatérale du faisceau pyramidal. Donc, ça donne une hypotonie. Bien sûr qu'ils sont abolis, heureusement. D'accord? Tu as une atteinte pyramidale, bilatérale. Donc, l'hypotonie est la règle. Très bien, super.
Et donc, c'est la limite des troubles sensitifs, la limite supérieure des troubles sensitifs qui vous donneront la topographie exacte de la lésion. C'est ça ce qu'il faut dire par rapport à la question numéro 4. Et la question numéro 5, de quel syndrome s'agit-il? Ça devient clair, hein. Enfin, c'est pas, c'est un éléphant dans un couloir. De quel syndrome s'agit-il? D'un syndrome, c'est clair que c'est un pyramidal, mais pyramidal, il va du cortex à la moelle. Donc, dire pyramidal, c'est vague. C'est un syndrome pyramidal, oui. Avec plus de précision, très bien, médulaire. Il faut dire que c'est un syndrome médulaire complet. Il faut dire que c'est un syndrome médulaire complet. D'accord? C'est sûr qu'il y a une atteinte du faisceau pyramidal, mais c'est un syndrome médulaire complet. Très bien, atteinte médulaire complète. Très bien. Voilà, donc c'est une lésion complète de la moelle sous l'enflement cervical engendrant une paralysie des membres inférieurs. C'est la section médulaire post-traumatique. Bon, les lésions au-dessous, c'est une anesthésie, une hyposésie à tous les modes. Donc, c'est ça, ces troubles sensitifs qui vont limiter, qui vont donner la topographie, d'accord? Parce que ça donne la limite supérieure du trouble sans sensibilité. De quel syndrome s'agit-il? C'est un syndrome médulaire complet. Très bien. Alors, un patient de 40 ans a présenté 10 jours auparavant, auparavant normalement, une rhinopharyngite, des paresthésies et un engourdissement des extrémités des membres inférieurs, suivi rapidement, 3 jours après, d'une faiblesse musculaire des 4 membres. Et si c'est un syndrome, j'en ai parlé. D'accord? Normalement, je sais que vous avez déjà la réponse. Quel syndrome neurologique présente ce patient? Probablement, hein, je veux dire, on est dans la probabilité, dans l'hypothèse. Mais ça reste l'hypothèse numéro 1. C'était 4 anomalies retrouvées à l'examen neurologique de ce patient. Quel est le type de cette paralysie? Et citez 2 examens paracliniques que vous demandez et qui vont vous aider pour retenir le diagnostic. À votre avis, c'est quoi? Il y a le mot-clé dans le cas clinique, dans l'énoncé, une rhinopharyngite, myasthénie. Myasthénie, c'est une faiblesse qui s'installe au cours c'est un ptosis qui s'aggrave, c'est une fatigabilité sur la journée. Ce n'est pas une myasthénie. Et la myasthénie, dans le texte, on ne parle pas de rhinopharyngite, comme s'il y a une infection virale qui précède le tableau neurologique. Rappelez-vous. Et c'est périphérique. Bulbaire, poliomyélite, pas mal. Mais dans la poliomyélite, vous avez la neutrophie, vous avez la douleur, vous avez les fasciculations. Guillain-Barré, c'est très bien. Il faut penser à la polyradiculonévrite aiguë, c'est le Guillain-Barré. À chaque fois qu'on vous dit atteinte des extrémités, parce que le Guillain-Barré, il commence comment la paralysie ou l'atteinte, elle commence comment? Elle est ascendante. Elle commence par les membres, d'accord? Par la suite, elle atteint le tronc. On dit que c'est une paralysie ascendante. Et le trouble majeur qui nous fait peur, vous ne vous rappelez pas du Guillain-Barré, hein, la polyradiculonévrite aiguë. La complication majeure, c'est l'atteinte des muscles respiratoires. D'accord? On peut avoir des patients qui sont même branchés avec respirateur. Et souvent, le tableau de Guillain-Barré, il est suivi, il est précédé plutôt d'une infection virale. Est-ce que ça va? Eh oh, est-ce que ça va? Atteinte musculaire ascendante, tout à fait. Très bien, Fatma. C'est une atteinte musculaire ascendante. D'ailleurs, ça commence en distalité et ça monte jusqu'à arriver au tronc. Et là, le risque d'atteinte des muscles respiratoires, diaphragme et les muscles intercostaux. C'est ça le danger du Guillain-Barré. C'est très bien. Est-ce que ça va? Très bien. La poliomyélite, c'est pas ça, hein. La poliomyélite, c'est l'atrophie, c'est fasciculation. Il y a d'autres manifestations qui accompagnent la paralysie. Et d'ailleurs, c'est l'atteinte de la corne antérieure de la moelle. D'accord? C'est pas la corne postérieure, c'est la corne antérieure de la moelle.
Donc, c'était 4 anomalies retrouvées à l'examen neurologique. Qu'est-ce que vous allez retrouver et parce qu'on est, on est dans le syndrome radiculaire, hein, on est dans la polyradiculite. Qu'est-ce que vous allez chercher en périphérie? On a fait ça dans les paralysies. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Professeur, élévation des taux. Maître Raoulo, c'est la question qui va venir par la suite. C'était 2 examens. Et d'ailleurs vous allez parler de le taux d'albumine et de bon, la cytologie normale, mais chez au niveau sanguin, l'ENA. Ça c'est la question numéro 4. Dans la polyradiculonévrite, on a juste le Guillain-Barré. Pas tout à fait. On vous dit polyradiculonévrite aiguë, le plus fréquent, c'est le Guillain-Barré. Souvent, oui, c'est l'infection. C'est un emballement de l'immunité. C'est un emballement de l'immunité. Et souvent, ils vous disent j'ai commencé par faire une grippe, c'est viral. D'accord. Qu'est-ce que vous allez trouver à la clinique d'un Guillain-Barré? Paresthésie, je préfère dire carrément une ataxie proprioceptive. On parle de paralysie des nerfs crâniennes. Il n'y a pas de paralysie des nerfs crâniennes. Hein. On n'a pas de paralysie de nerfs crânienne, Fatih. C'est carrément un déficit des 4 membres, tétraparésie, hypotonie, oui. L'hypotonie avec réflexe diminué, à tête de. Très bien. Ah oui, d'accord, oui. C'est vrai. J'ai oublié la tête du nerf facial. On peut avoir une paralysie faciale bilatérale. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dans la polyradiculonévrite. Excuse-moi, Fatih, mais il ne faut pas dire paralysie des nerfs crâniennes. C'est principalement le 7. Très bien. Mais c'est mentionné dans le cours. Oui, oui, oui. C'est vrai. C'est le 7. La paralysie faciale, oui. Mais il ne faut pas dire les pertes crâniennes. D'accord. Paralysie du 7, d'accord. Oui, je suis désolé, mais c'est vrai. Donc, le déficit moteur des 4 membres, paralysie faciale qui peut être bilatérale, ataxie proprioceptive, hypotonie avec une aréflexie, hyporéflexie, aréflexie. Tout ça, ça peut se voir dans le Guillain-Barré. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Retenez le Guillain-Barré, c'est important. La polyradiculonévrite aiguë. D'accord. Très bien, super. Bon, le type de la paralysie, on a compris que c'est périphérique. D'ailleurs, je l'ai cité dans le cours. D'accord. Donc, c'est une paralysie périphérique. Et quels sont les examens à demander pour retenir le diagnostic? Vous êtes dans la périphérie. Tout à l'heure, votre collègue me parlait de rapport d'albumine, etc. PL, très bien. Faites une ponction lombaire. Très bien, faites une ponction lombaire. À la recherche de quoi? À la recherche du LCR. Qu'est-ce qu'on recherche dans le LCR? C'est la dissociation albino-cytologique. Sahiti. Très bien, Ghana, très bien, Fatih. C'est la dissociation. Bravo. Il faut chercher la dissociation albino-cytologique. Bravo. C'est ça. Et quel est le deuxième examen? Là, vous faites la PL, la recherche d'une dissociation albino-cytologique. Et qu'est-ce que vous allez trouver à l'examen, d'autres examens? Un examen assez intéressant pour la atteinte neurologique périphérique. Parce que la question, c'est 2 examens. ENMG, bravo. L'électroneuromyogramme. Très bien, Ghana. C'est carrément parce qu'on est dans la périphérie, une atteinte neurologique périphérique. Demandez le NMG et faites une PL à la recherche de la dissociation albuino-cytologique. Bravo. Est-ce que ça va? Faites attention par rapport au Guillain-Barré. C'est une question très importante et elle est hyper tombable. D'accord? Est-ce que le Guillain-Barré est toujours d'origine infectieuse? Non, pas forcément. Pas forcément.
D'ailleurs, quand c'est un emballement de l'immunité, il y a toujours un épiphénomène. Le plus souvent, il est neurologique. D'accord? Parce que c'est une question d'anticorps dirigés. D'ailleurs, ce qu'on donne dans les Guillain-Barré, on donne pour répondre, pour traiter, hein, en urgence, je parle de l'urgence, parce qu'il faut toujours traiter l'étiologie. Mais quand vous n'avez pas l'étiologie, on ne va pas laisser le patient arriver à un arrêt respiratoire par une atteinte musculaire respiratoire. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne des immunoglobulines polyvalentes. D'accord? On donne des IG, des anticorps anti-anticorps. D'accord? On donne des IG, des immunoglobulines polyvalentes dans le Guillain-Barré. Très bien. C'est bien de retenir ça et de garder ça en tête. D'accord? Parce que c'est un emballement de l'immunité humorale. Et c'est pour ça qu'on donne des EG polyvalentes. D'accord? Très bien. Est-ce que ça va avec le cas clinique? Très bien. On avance. Très bien. Voilà, donc c'est le syndrome de Guillain-Barré ou syndrome polyradiculaire aigu. Les quatre anomalies à rechercher, c'est un déficit moteur qui peut toucher les quatre membres, pouvant même donner une tétraparésie. Donc, paralysie faciale bilatérale, une ataxie proprioceptive et une hypotonie, voire une aryflexie osteotendineuse. Donc, la paralysie, elle est d'origine périphérique. Et comment on peut la chercher ou la mettre en évidence? C'est carrément par un ENMG qui va parler d'une atteinte neurologique périphérique. Et bien sûr, faire une PL à la recherche d'une dissociation albumino-cytologique. Cas clinique numéro 10. Donc, madame, c'est A âgée de 65 ans, hypertendue depuis 7 ans, présente brutalement une paralysie qui est flasque de l'hémicorps droit et un signe de Charles Bell gauche. Il n'existe pas de trouble de la conscience. Alors, la première question, c'est quoi le signe de Charles Bell? La deuxième question, quels sont les troubles moteurs que présente cette patiente? Troisième question, quels sont les autres signes neurologiques à rechercher? Quatrièmement, quel est le siège de la lésion? On n'a pas donné le Charles Bell à classe. Quelques heures après, le tableau clinique s'est complété par l'apparition de... C'est incomplet ici. C'est incomplet. Parce que là, il y a un midrias qui apparaît, avec midrias bilatéral. Et abolition de toutes les perceptions. Et quel est votre diagnostic à la fin? D'accord? Donc, c'est une patiente qui vient, qui se présente dans le cadre d'urgence pour carrément une paralysie flasque. Donc, il faut dire c'est quoi le signe de Charles Bell. L'œil atteint ne ferme pas complètement le globe oculaire. Se déplace vers le haut et en dehors. Très bien. C'est ce qu'on a tout à Et quels sont les troubles moteurs que présente cette patiente? Qu'est-ce qu'elle présente au juste? Puisqu'il y a un signe de Charles Bell, et il vous dit qu'il y a une atteinte corticale. Voilà. Flasque de l'hémicorps, c'est pas ici cortical, parce que je disais une connerie, ça c'était le clinique passé. Il y a une atteinte, il y a une paralysie de flasque de l'hémicorps droit avec un signe de Charles Bell. Ça fait penser à quoi? Paralysie faciale périphérique, bravo. Bouchra, ah oui, très bien. Associé avec quoi? Atteinte faciale périphérique, paralysie faciale périphérique homolatérale, très bien, oui. Avec une hémiplégie flasque. On a une paralysie faciale périphérique avec une hémiplégie flasque, n'est-ce pas? C'est décrit dans le syndrome alterne.
de Meyer-Gubler, hémiplégie contralatérale. Très bien. C'est carrément ça. Vous avez une atteinte du syndrome pyramidal. Ça peut être le Meyer-Gubler. Et quelles sont les autres neurologies ou bien Weber. Qu'est-ce que vous allez chercher sur le plan clinique? C'est bien parce que regardez, ils vous disent, c'est pour ça qu'il faut toujours penser à un syndrome alterne, parce que là, ils vous disent très bien. Et comment vous allez compléter votre examen? Ablution des réflexes cornéens. Celui qui parle de syndrome alterne, il n'a pas tort, hein, c'est vrai, c'est juste. Mais c'est ça, c'est palpébral. Parce que là, vous avez la difficulté de fermer l'œil et vous avez une atteinte aussi du globe oculaire. Donc là, est-ce qu'on est dans le Meyer-Gubler ou bien dans le Weber? Sachant que dans les questions, ils ne vous précisent pas, ils ne vous demandent pas de donner, parce qu'il ne faut pas se mouiller et vous dire, définis le signe de Charles Bell, on est dans un syndrome alterne, ils vous disent quels sont les troubles moteurs que présente cette patiente, c'est principalement la paralysie faciale périphérique et l'hémiplégie flasque, il ne faut pas l'oublier. Quels sont les autres signes neurologiques à rechercher? On aura des réflexes osseo-tendineux abolis, parce que là, on sait, normalement, syndrome alterne, on a une atteinte à celle inférieure, non? On peut avoir ça, c'est le périphérique. Parce que là, si vous avez l'atteinte des deux étages, vous êtes dans le central. D'accord? Et là, il vous dit une paralysie à Charles Bell, on est dans le supérieur. Enfin, c'est carrément un seul étage. Et dans la terme, on vous précise, bon, on vous dit faciale inférieure, mais généralement, c'est carrément une paralysie faciale centrale, carrément, qui est associée. Alors, quand on nous dit un signe de Charles Bell, oui, dans l'énoncé. Oui, Lina, j'ai pas compris la question. Quand? Donc, c'est un syndrome alterne. Non, ce qui fait penser au syndrome alterne, c'est pas principalement le signe de Charles Bell, Brk. C'est que le signe de Charles Bell, il est à gauche et vous avez une hémiplégie, carrément, vous avez une hémiplégie à droite. Donc, on est carrément au niveau du tronc cérébral. On n'est pas atteint de sahiti, c'est pédonculaire. C'est le pont. Bravo, Fatih. C'est très bien. C'est pédonculaire, carrément. D'accord? Ou bien pédonculaire ou protubérantiel. Ah, d'accord, très bien, super. Donc, à chaque fois qu'on vous dit, surtout une atteinte d'une perte crânienne, que ce soit le 3, le 6, d'ailleurs, on a vu pas mal de. On a vu le Weber, on a vu le Meyer-Gubler, le Wallenberg, d'accord? Tout ça, c'est les syndromes alternes qui sont très importants à retenir, d'accord? Parce que là, ils sont hyper tombables. Mais là, regardez, il vous dit c'est une paralysie faciale périphérique avec une hyplégie flasque. Il vous dit quels sont les signes neurologiques à rechercher pour dire qu'il y a un Babinski, que les réflexes cutanéo-muqueux et osteoarticulaires ils sont abolis, pour dire que c'est un syndrome pyramidal. Quel est le siège de la lésion? Là, celui qui n'est pas, d'ailleurs, dans la réponse, vous allez trouver protubérance, mais pour celui qui n'est pas très sûr exactement, parce qu'on n'a pas donné assez de détails concernant le niveau de l'atteinte, dites atteinte du tronc cérébral. Quand il n'y a pas plus de précision, quand il n'y a pas une précision qui est très claire vis-à-vis de l'un ou de l'autre des syndromes, dites qu'il s'agit d'une atteinte du tronc cérébral. Parce qu'on comprend que vous voulez dire que c'est un syndrome alterne. Est-ce que vous avez compris? Quand vous n'avez pas beaucoup de détails. Je pense que c'est le Weber
car il n'annonce pas l'atteinte faciale de l'hémiface. On ne vous a pas posé des questions sur ça, que ce soit le Weber ou autre. Quand on ne vous précise pas, parlez, parce que là, ils vous disent quel est le niveau atteint. Dites que c'est un syndrome alterne, si on vous pose la question, et dites que c'est l'atteinte du tronc cérébral. D'accord? Si on voulait vous poser à dire un Weber, on vous donnera plus de détails. Wallenberg, on vous donnera plus de détails. Meyer-Gubler, on vous donnera plus de détails. Là, on voulait vous dire qu'il y avait un syndrome alterne, il y avait une paralysie faciale avec une hémiplégie contralatérale. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? C'est les signes pyramidaux. Et quel est le siège le plus de la lésion? Dites le tronc cérébral, c'est juste. Et celui qui dit protubérantiel, c'est juste. Quelques heures après, le tableau clinique c'est complet par l'apparition, probablement, il veut dire de coma. Carrément. Hein. C'est ça la question 5. Parce que cette patiente, elle rentre dans le coma. Donc, quelques heures complétées par l'apparition de coma. Donc, qui se manifeste principalement par quoi? Carrément par abolition des réflexes photomoteurs, une mydriase bilatérale, une abolition du réflexe cornéen, abolition de toute perception et de toute réactivité. D'accord? C'est carrément le coma. Anomalie des réflexes mésencéphaliques. D'accord? Ça, c'est pour vous dire, parce que là, il y a un manque dans la question. Parce que dans la question 5, quelques heures après, le tableau clinique s'est complété par l'apparition de coma. Et quel est votre diagnostic? C'est carrément, bon, là, c'est le cas clinique dans la 5e et la 6e question. La 5e, pourquoi coma? On aura la tête de formation réticulée. Pourquoi coma? C'est principalement soit il y a un processus, ou bien carrément il y a un AVC qui s'est formé. Hypertonie rigide. Hypertonie rigide, ce n'est pas dans l'aigu, c'est dans le chronique. D'ailleurs, ici, c'est l'hypotonie. Oui, je n'ai pas compris pourquoi l'hypertonie rigide. Tu n'auras pas une hypertonie ici. C'est un tableau qui est aigu, qui vient de s'installer. C'est l'hypotonie. Elle devient chronique. Si elle devient chronique, la patiente, déjà, elle est dans le coma. C'est principalement par une atteinte cérébrale, enfin un accident vasculaire cérébral principalement. D'ailleurs, ici, on a peur même d'un accident vasculaire cérébral hémorragique. Ce n'est pas la peine de parler de l'hypertonie. Donc, Amina qui me dit pourquoi le coma. Si vous avez une patiente avec une atteinte pareille et qui fait un AVC hémorragique, c'est sûr qu'elle va être dans le coma. Est-ce que ça va, Wissam? Parce que là, on est dans l'aigu. Donc, quand elle deviendra chronique, si elle s'en sortir, elle va. D'accord, merci, il n'y a pas de souci. Si elle va s'en sortir d'abord. D'accord? Très bien, super. Donc, moi, je trouve que ce cas clinique, à la fin, il est un peu mal fait. D'accord? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de précision. Donc, définir le signe de Charles Bell, si l'œil gauche reste ouvert malgré la tentative de le fermer. On observe un déplacement synergique normal du globe oculaire en haut et en dehors, dû à la contraction synergique du droit supérieur. Quels sont les troubles moteurs? Donc, c'est la paralysie faciale périphérique et l'hémiplégie flasque. Quels sont les autres signes à chercher de l'atteinte du pyramidal? C'est principalement les réflexes qui sont abolis et le Babinski. Quel est le siège de la lésion? Dites, pour ne pas vous mouiller, si vous n'avez pas comment dirais-je, une localisation précise, dites que c'est le tronc cérébral, parce qu'on sait que c'est un syndrome alterne. Il est erronant. C'est vrai que le cas clinique, il est un peu mal fait. Je suis d'accord avec toi, Fatma. Il est un peu mal fait, le cas clinique. Donc, si c'était moi, j'aurais un peu rajouté des détails pour vous orienter.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le fait de dire erronant, bah, et vous êtes dû en erreur, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par erronant? En tout cas, c'est vrai si on vous donne. En fait, ça c'est le système ancien enfin, c'est un ancien système de poser les questions, parce que vous avez des QCM carrément. Et dans le QCM, il y a plus de précision. Donc, vous n'avez pas de risque de se tromper. Donc, dans le QCM, on vous donnera carrément la proposition. Et donc, la patiente, elle rentre dans le coma. On va dire quel est le diagnostic. C'est un coma qui est profond, stade 3, ou bien coma Carus. Il n'y a pas de cas clinique dans l'examen. Euh, ce que j'ai donné, moi, je n'ai pas donné de cas clinique. Moi, je n'ai pas donné de cas clinique. J'aurais aimé. J'aurais aimé, mais les collègues, je ne sais pas. Donc, vous pouvez avoir dommage. Dommage, tu peux le dire. Dommage, tu peux le dire parce que normalement, c'est de petits cas cliniques parce que c'est des cas cliniques qui vous poussent à bien raisonner. Mais les cas cliniques que je suis en train de vous faire, le contenu TAHA, vous pouvez le trouver dans les QCM. Donc, c'est une révision. Faites attention, vous pouvez trouver des QCM reformulés dans votre examen. Bien sûr qu'ils sont utiles. C'est à travers les dossiers et les cas cliniques qu'on vous aidera, qu'on vous apprendra à raisonner. Et donc, moi, je préfère de loin les cas cliniques du dossier. Très bien. Est-ce qu'on continue? Bon, ce cas clinique, il est un peu mal fait. On continue? Très bien, super. Alors, il nous reste deux cas cliniques en finir. Donc, monsieur BW consulte pour, enfin, celui-là, tous les BMW, consulte pour une hémicranie temporale intense, accentuée par le bruit et la lumière. Ça, c'est un cadeau, le cas clinique. Là. Sa mère présente la même symptomatologie. Bon, il veut dire dans les antécédents, la maman, elle fait la même chose. À quelle affection pensez-vous? Ça, c'est très simple. Quels sont les signes fonctionnels accompagnateurs? Quels sont les signes physiques à rechercher? Comment est l'examen neurologique? Quelle est l'évolution habituelle de cette hémicranie? En dehors du traitement médical, quel est le facteur sédatif? Je sais que vous avez la réponse. À quoi vous pensez? C'est carrément une hémicranie temporale intense. Syndrome de Horton. Voilà, j'y ai bunté. Pourquoi tu es parti au Lorton? Et en plus, Lorton, on n'a pas donné l'âge. Restez dans la migraine. C'est bien. C'est carrément une migraine. L'Orton, qui est une vascularite qui touche principalement le sujet âgé. Je n'ai pas donné l'âge. Donc, c'est carrément une migraine. D'accord? Mais il faut dire, rajouter. J'ai vu le mot temporal. Le temporal ne veut pas dire forcément. Vous avez oublié la zone gâchette? Alena, elle est à quel niveau la zone gâchette? C'est la zone qui est hypersensible. Quand vous la touchez ou quand vous la percutez, ça déclenche la douleur. Vous vous rappelez de la zone gâchette? Elle est temporale. N'est-ce pas, Alena? Et pour ceux qui ont répondu migraine, oui, j'ai compris, très bien. Mais il ne faut pas, à chaque fois, je vous dis, donner des réponses complètes. Cette migraine, elle est comment? Simple, alhamdoulilah. Il faut dire que c'est une migraine simple. Il y a des migraines qui sont très graves. Hein. Il y a des migraines avec des troubles vasomoteurs, avec des troubles végétatifs, etc. C'est des patients qu'on peut même hospitaliser. D'accord? D'ailleurs, c'est des migraines malignes. Donc là, il faut dire que c'est une migraine qui est simple. Et quels sont les signes fonctionnels accompagnateurs souvent de la migraine? Pour les gens migraineux, ils connaissent ça. On peut avoir une photophobie, oui. D'ailleurs, on se met loin de tout ce qui est lumière et son. Il n'y a pas que la photophobie. Mais moi, j'ai des signes accompagnateurs.
Les patients qui ont troubles digestifs, très bien. Type, c'est carrément des nausées, des vomissements, c'est ça. C'est les troubles digestifs. Quels sont les signes physiques à rechercher? Là, vous pouvez mettre des troubles vasomoteurs, rougeur de la face. Quels sont les signes physiques à rechercher? C'est vrai qu'ici, on est dans la migraine simple, mais il faut les chercher. Donc, rougeur de la face, une hyperémie conjonctivale, c'est ce qu'on appelle la migraine rouge, ou bien une pâleur intense, c'est ce que ça peut se voir dans les migraines blanches. D'accord? C'est les troubles vasomoteurs. Ça, c'est pour la question 3. Et dans la question 4, comment est l'examen neurologique? Normal. Ça, c'est la clé. Un examen neurologique normal. Très bien. Quelle est l'évolution habituelle de cette hémicranie? Exagéré. Qu'est-ce qui est exagéré? Image, j'ai pas compris. Il faut dire que l'examen neurologique est normal. Qu'est-ce qui est exagéré? Vous pouvez avoir des troubles neurovégétatifs, ou bien je préfère dire des troubles vasomoteurs, mais exagéré, j'ai pas compris le mot exagéré. L'examen neurologique, il faut dire qu'il est strictement normal. D'accord? Quand vous faites les réflexes, quand vous faites les différentes manœuvres, il n'y a pas de déficit moteur, il n'y a pas d'atteinte périphérique ou centrale, il n'y a pas de syndrome cérébelleux, il n'y a pas de syndrome vestibulaire. Donc, vraiment, c'est un examen qui reste strictement normal. Alors, quelle est l'évolution habituelle de cette hémicranie? Régression progressive dans 2-3, acmé. D'accord, généralement, c'est vrai ce que dit Ghana. Donc, elle s'accentue rapidement, c'est l'acmé, c'est vrai. Ce que dit Fatma, il faut toujours, pour avoir une réponse complète, il faut combiner vos réponses. Donc, c'est vrai qu'il y a un acmé, donc elle s'accentue rapidement, c'est ce qu'on appelle l'acmé, et atteint son maximum en 2-3 heures. Puis reste stable pendant quelques temps, elle diminue progressivement. D'accord? Marqué, généralement, la fin de la crise, elle est marquée par quoi? Enfin, c'est pas un signe constant. Hein. Parce que même moi, ça m'arrive d'avoir des crises de migraine, mais ce n'est pas un truc constant. La polyurie. Très bien. Professeur, qu'est-ce que c'est juste dire que la migraine, elle est marquée par une crise polyurie? C'était ça, je cherchais ce signe. La migraine, après l'accalmie, après le tableau, l'acmé, l'évolution entre 2 et 3 heures, voire même 4 heures, ça commence à diminuer progressivement. Et la fin de la crise, quand on la décrit, on dit qu'elle finit par une crise polyurique. C'est des patients qui font pipi à la fin. Mais ce n'est pas ainsi constant. Hein. Moi, franchement, je fais des crises de migraine. Mais j'ai jamais fait de polyurie. Et pour vous dire que ce n'est pas ainsi constant. Mais ça a été rapporté, ça a été décrit. D'accord? Mais c'est bien de le dire, Léna, c'est très bien. Parce que ça a été mentionné, ça a été rajouté dans la réponse. Donc, en dehors du traitement médical, quel est le facteur sédatif à votre avis? Qui va calmer un peu la migraine et qui va aider un peu le sommeil. Sommeil avec double M, faites attention. Le sommeil, très bien. C'est principalement le sommeil, pas le repos. C'est vrai qu'on se met à l'écart de tout ce qui est lumière, de tout ce qui est bruit. Le manger. Il y a certains, quand ils prennent quelque chose, bon, ils en parlaient de. C'est pas toujours vrai, hein, prendre du chocolat et je ne sais quoi, ça peut déclencher des crises, mais souvent, c'est les troubles sonores. Sonores, la lumière, ça aggrave les symptômes. Se mettre dans l'obscurité, tout à fait, exact. Mais c'est principalement le sommeil qui est le facteur sédatif. Isolement de la lumière et du bruit, c'est ça. Toutes vos réponses sont justes. Donc, dire être dans l'obscurité, loin de la lumière, loin du bruit, et généralement, c'est des gens qui tendent carrément à dormir. Donc, ils sont dans leur coin, ils dorment, et une fois qu'ils dorment, une fois qu'ils se réveillent, il y a une sédation.
Ça se calme. Très bien, super. Donc voilà, c'est une migraine simple. Les signes accompagnateurs, les nausées, vomissements, principalement les signes digestifs. Cherchez les troubles vasomoteurs qu'on en a parlé tout à l'heure. Soit il s'agit de migraine rouge ou migraine blanche. L'examen neurologique est tout à fait normal. Habituellement, vous avez l'acmé. Vous avez, ça dure maximum entre 2 et 3 heures. Vous avez une disparition, surtout après le sommeil. D'accord. On parle de cette crise polyurique, mais ce n'est pas un signe constant. Mais c'est pour votre examen, si vous la citez, vous la cochez, bien sûr. Vous parle de crise polyurique qui signale la fin de la crise. Cochez la réponse, elle est juste. D'accord. Et que le sommeil, être loin du bruit, être loin de tout ce qui est sonore, et le sommeil, après un bon moment de somme, et on aura même une disparition complète de la migraine. Est-ce que ça va? On arrive au dernier cas clinique. Ça va? C'est un cas clinique simple de migraine, hein, mais vous pouvez avoir des migraines compliquées. Faites attention. D'accord? Très bien. Le dernier cas clinique, enfin, il s'agit d'un patient de 70 ans aux antécédents de zona. D'accord? Ils ne vous disent pas zona hagakulasa. Donc, si vous mentionnez zona dans un cas clinique, c'est possible, ils pensent à quelque chose. D'accord? Donc, consulte pour d'intenses vertiges rotatoires déclenchés par le changement de position. Alors, la première question, quels sont les signes accompagnateurs de ce type de vertige? On a vu tout à l'heure un cas clinique sur le vertige. Cette fois-ci, on a un monsieur de 70 ans. C'est pratiquement le même cas clinique. Hein. Que montre l'examen clinique? Que montrent les épreuves instrumentales? Déjà, la question, elle vous oriente. Quel est le syndrome réalisé par ce tableau clinique? Quelle est la spécificité de ce syndrome? Quelle est l'étiologie la plus probable des vertiges de cette patiente? C'est pour ça, Niampolcom, faites attention, lisez bien le cas clinique. Et quelles sont les autres étiologies de ce syndrome? Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Bon, c'est un cas qui ressemble un peu au cas précédent qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, je ne vais pas trop tarder sur ça. Donc, si vous avez des vertiges, les signes accompagnateurs d'un vertige, ils sont clairs, c'est des nausées, vomissements. C'est des patients qui ont des nausées et parfois même ils vomissent. Que montre l'examen clinique? Vous allez chercher les troubles de l'équilibre avec les déviations des index, chercher un Romberg et bien sûr le nystagmus. Les épreuves instrumentales, il y a une hypoexcitabilité, une excitabilité unilatérale pour parler d'un syndrome vestibulaire périphérique ou harmonieux. Quelle est la spécificité de ce syndrome? Il est harmonieux. Les résultats des manœuvres instrumentales concordent avec les signes cliniques. C'est ce que j'ai dit, si vous vous rappelez dans le cours, c'est on dit harmonieux, c'est par rapport aux manœuvres instrumentales. Donc, quelle est l'étiologie la plus probable? C'est l'atteinte du nerf vestibulaire. Ça m'a été dit tout à l'heure par un de vos collègues qui m'a dit l'atteinte du 8, qui reste la plus rare, mais chez ce monsieur, c'est carrément l'atteinte neurologique vestibulaire. D'accord? Donc, mais si on vous demande de citer des étiologies, restez principalement sur le trauma, l'infection, le syndrome de Minière et plus rarement vasculaire d'origine hémorragique, l'hémorragie labyrinthique. Est-ce que ça va? C'est pratiquement, ça ressemble au cas clinique de tout à l'heure. Est-ce que ça va? Très bien. On est quand même pris par le temps. Déjà, on a fait 2 heures, l'Ahdash, mais j'ai une autre diapositive qui est très bien faite, proposée par le professeur Hakem pour la révision de l'unité 3 sémiologie de Neurou, avec carrément 100 questions. Donc, moi, je ne pense pas qu'on pourra faire ça là tout de suite. C'est des questions très pertinentes, très intéressantes, mais je ne pense pas qu'on pourra faire ça tout de suite. Déjà, il est 11 heures. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous proposer. Si vous êtes d'accord qu'on fasse ça demain, je suis partant, même si c'est la veille de l'examen, mais ça reste une révision. C'est des questions très pertinentes.
Mais pour faire ça, sinon, si vous voulez, on pourra faire ça même l'après-midi. Oui, monsieur, c'est bon, dirons l'après-midi. Non, mais il faut voir avec tout le monde. Donc là, je pose la question l'après-midi, mais l'après-midi vers le soir, hein, parce que à Nessaïm, on va faire ça vers Belek 14h30. Enfin, 14h30. Non, 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 non. 14h30. 16h30. Anim Shirol, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai un truc. Pas de problème. Mais je me rappelle que ouais, j'ai un déplacement, j'ai complètement oublié. On pourra faire ça, Ourta. On pourra faire ça le soir.